Juin 1940. 350 000 soldats britanniques et français fuient les plages de Dunkerque. La domination de Hitler sur l'Europe est totale. Juin 1941. L'Allemagne lance une offensive audacieuse sur l'Union soviétique. Décembre 1941. Suite à l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre. La Seconde Guerre mondiale va être un long et douloureux conflit. Les Alliés savent que s'ils veulent remporter la victoire, il leur faudra retourner sur les plages de France pour affronter Hitler. C'est de loin la plus grande chose que nous ayons jamais tentée. Vous êtes sur le point de vous embarquer pour la Grande Croisade. Votre tâche ne va pas être facile. Je ne suis pas Froussard, mais j'avais peur. J'étais mort de peur. Le jour J. Deux ans après la débâcle de Dunkerque, l'Angleterre continue à se battre. Malgré le concours de l'industrie et des ressources américaines, les nouvelles du front ne sont guère optimistes. La chute de Singapour en février et la reddition de Tobrouk en juin 1942 signent les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans le sud de la Russie, les armées d'Hitler sont saignées à blanc dans un combat sans merci contre l'Union soviétique. Vers la fin 1942, l'avance allemande sur le front de l'Est se ralentit. Journal d'un officier d'infanterie. C'est terrible ici. Les Russes résistent durement. Ils reçoivent sans cesse des renforts. L'une de nos compagnies refuse de se battre. C'est honteux. Nous sommes tous sur les nerfs. En février 1943, l'armée allemande, réputée invincible, subit une défaite mémorable à la bataille de Stalingrad. Le moral des Alliés remonte. Et puis, après bien des revers, Britanniques et Américains connaissent enfin la victoire en Afrique du Nord. Le général Alexander écrit un télégramme au Premier ministre Winston Churchill. Sir, il est de mon devoir de vous informer que la campagne de Tunisie est terminée. L'ennemi a cessé toute résistance. Nous sommes maîtres des côtes d'Afrique du Nord. En Angleterre, un nouvel espoir galvanise la nation. Voici une étude d'opinion menée par le Bureau d'analyse de la population. Le tableau général reflète un immense optimisme quant au développement futur de la guerre.
Une écrasante majorité de la population s'attend à une issue heureuse du conflit. Margaret Compton, femme au foyer. L'appel en faveur de l'ouverture d'un second front en Europe ne fait que croître. Il y a des meetings à ce propos à Trafalgar Square et des discours dans tout le pays. Il faut se battre à l'ouest, ouvrir un deuxième front, c'est le moment. Mais le gouvernement ne laisse rien paraître de ses plans. Pourtant, les plans secrets d'une grande offensive en Europe de l'Ouest sont déjà sérieusement avancés. Durant toute l'année 1943, les dirigeants alliés se rencontrent dans une série de conférences pour tracer les chemins de la victoire. Churchill et le président américain Roosevelt s'accordent sur une politique de l'Allemagne d'abord, persuadés que l'Allemagne vaincue, le Japon va capituler. Le général Alan Brooke est aux côtés de Churchill à la conférence de Casablanca. Les travaux d'approche ici se sont interrompus. Dieu merci. C'est l'une des tâches les plus ardues qu'il m'ait été donné d'accomplir. Bien que les discussions aient été parfois assez rudes, nos relations ne se sont jamais distendues. J'espère que nous repartirons d'ici avec une vision plus unie de la guerre. Au cours de cette conférence, les Anglais réussissent à persuader les États-Unis, jusque-là réticents, de débuter l'offensive en Europe par un débarquement en Sicile, avant de s'attaquer à la France occupée. La tactique de Churchill consistant à frapper Hitler par le ventre mou de l'Europe, ainsi qu'il nomme l'Italie, retarde de près d'1 an le débarquement en France. Mais cela permet de gagner un temps précieux pour préparer les hommes et le matériel. En juillet 1943, les troupes américaines et britanniques débarquent en Sicile. Le dictateur italien Benito Mussolini, allié d'Hitler, est renversé. L'Italie ne tarde pas à rendre les armes. Churchill et Roosevelt peuvent désormais se consacrer aux préparatifs d'un débarquement massif en France dans 1 an. Rapport des chefs d'état-major alliés, conférence de Québec, août 1943. Cette opération va constituer le plus gros effort terrestre et aérien américano-britannique contre les forces de l'Axe en Europe. Dès qu'un fort contingent allié aura pris pied en France, nous lancerons les opérations sur le cœur de l'Allemagne de façon à anéantir sa puissance militaire. Nous avons approuvé dans ces grandes lignes le plan de l'opération Overlord. Pendant qu'on élabore les plans d'une invasion de l'Europe, les forces aériennes américaines et britanniques se livrent jour et nuit à des raids de bombardement intensifs sur l'Allemagne. Une directive des chefs de l'état-major allié. Votre principal objectif consiste à ébranler et à détruire progressivement l'organisation militaire, industrielle et économique de l'Allemagne et à saper le moral du peuple allemand au point de lui ôter toute velléité de résistance. Len Hadland, engagé dans les bombardements de nuit de la Royal Air Force. J'ai vu mon nom inscrit sur les ordres de service et j'ai encore une fois ressenti cette terrible anxiété qui nous tient dès qu'on sait qu'on va reprendre le ciel. Avec la perspective de ne pas revenir.
Les Alliés mènent une campagne de bombardement aérien à après incessante. Certains Anglais, au souvenir des souffrances endurées sous le Blitz, éprouvent de la compassion pour les civils allemands. Mais c'est loin d'être le cas de tous. 2 déclarations anonymes pour l'enquête d'opinion publique. Ils n'y ont pas réfléchi à 2 fois quand ils nous ont bombardés. À la guerre comme en amour, tous les coups sont permis. Je me sens très mal à l'aise quand je pense à ce que les pauvres femmes et enfants de ces salopards doivent endurer. J'ose espérer que c'est vrai ce qu'on dit et que tous les enfants ont été évacués. Novembre 1943. Le dirigeant soviétique Joseph Staline entame des pourparlers stratégiques avec Churchill et Roosevelt à la conférence de Téhéran. Le général américain Dwight Eisenhower est nommé commandant en chef des forces alliées. La date de la grande offensive est fixée. Ce sera pour l'été 1944. La Grande-Bretagne se transforme en un vaste camp militaire et se prépare à l'opération Overlord. Des soldats alliés affluent de Pologne, de France, du Canada et des États-Unis. Et la longue attente commence. Ernie Pyle est correspondant de guerre américain. Certains prétendent que les Anglais sont en guerre depuis tellement longtemps qu'ils en ont oublié ce que c'est que de vivre en paix et qu'ils se sont fait l'idée que la guerre traînerait indéfiniment. Pourtant, je ne sens nulle part une telle résignation. On entend toutes sortes de plaisanteries sur la façon dont les Américains ont submergé l'île et plus ou moins jeté les Anglais à la mer. Lewis Brereton, général dans l'US Air Force. Parmi les Américains, une blague circule sur cette habitude qu'ont les Anglais de vous dire « vous ne pouvez pas le rater » en vous indiquant votre chemin. J'ignore d'où ils tiennent ça, mais les Anglais sont incapables de vous indiquer clairement un chemin. La présence de cet énorme contingent étranger ne fait pas l'unanimité. Écoutons Tom Stewart. Cet endroit est truffé d'Américains et de Canadiens. Et j'ai été témoin de scènes. Il fallait le voir pour le croire. C'est un fait avéré qu'ici, les filles ne pensent qu'au flirt, à la bière et au cinéma. Maureen Bolster dans une lettre à son ami engagé dans la Royal Air Force. Ils ont des manières épouvantables. Ils ont passé leur temps à critiquer l'Angleterre. Le patriotisme en moi se hérissait. Comment ces Yankees osent-ils venir ici et dénigrer mon pays? Pour ces soldats venus de partout, les accusations de grossièreté et de fraternisation sont le cadet de leurs soucis. Les exercices et les répétitions en vue de l'assaut amphibie et aérien s'enchaînent. La crainte de voir le grand jour arriver s'amplifie de semaine en semaine. Donald Burgett sert dans les troupes aéroportées américaines. Au cours d'un stage, un instructeur nous a dit que nous ne nous étions pas portés volontaires pour une partie de plaisir et que la plupart d'entre nous allaient mourir au combat. En fait, a-t-il dit, si jamais un homme s'en sort vivant au bout de 3 missions, le gouvernement prétend qu'il va le libérer et le rapatrier. Mais vous savez aussi bien que moi que l'oncle Sam ne risque pas de démobiliser qui que ce soit en temps de guerre. Vous voyez maintenant quelles sont vos chances de survivre à cette guerre. Elles sont nulles.
Dans la France occupée, les soldats allemands jouissent des privilèges du vainqueur depuis près de 4 ans. Cependant, pour les Français, la situation est intolérable. Ces boches en verre de gris sont partout. Ces couleurs me rendent malade. Pas moyen d'éviter les Allemands. Ils vous piétinent et vous bousculent, ces conquérants, assassins de nos proches, de nos amis et de nos frères. On ne réalise la valeur de la liberté que quand on l'a perdue. Début 1944, alors qu'il vient de subir de nouvelles pertes considérables sur le front de l'Est, Hitler sait qu'il va bientôt être confronté à un débarquement allié à l'Ouest. Hitler a ses généraux. Le danger plane toujours à l'Est, mais à l'Ouest, un péril encore plus grand menace. Le débarquement des Anglo-Américains. Si de ce côté-là, l'ennemi réussit à percer nos défenses sur un large front, les conséquences seront vertigineuses. Tout indique qu'une attaque imminente se prépare sur le front de l'Ouest. Hitler confie au maréchal Erwin Rommel la responsabilité des défenses de l'Atlantique. Des officiers supérieurs allemands entreprennent une inspection de détail. Rommel écrit à sa femme. Je vais me consacrer à fond à cette nouvelle tâche. Et je réussirai. Notre atout, ce sont les plages. C'est là que l'ennemi est toujours le plus vulnérable. Le général Montgomery est nommé commandant en chef des forces terrestres alliées pour l'invasion. Il connaît bien le génie tactique de Rommel pour l'avoir expérimenté au cours de la campagne d'Afrique du Nord. Rommel dirige les opérations de la Hollande jusqu'à la Loire. Il est clair désormais qu'il a l'intention de nous vaincre sur les plages. Depuis qu'il a pris les opérations en main, la donne a changé. Nous devrons nous ruer à terre et progresser à grands pas avant qu'il ne fasse monter ses renforts. Les Allemands ont beau s'attendre à une attaque des Alliés, ils ne peuvent que supputer où et quand celle-ci va avoir lieu. Churchill annonce aux Anglais qu'il faut maintenir le secret coûte que coûte. We shall require from our own people here, from Parliament, from the press, from all classes, the same cool, strong nerves, the same toughness of fibre which stood us in good stead in those days when we were all alone under the German Blitz. And here I must warn you that